Bonsoir Ada, les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les fenêtres, qui conjuguent le verbe être, les amis. Il est temps de terminer ce cours sur les signes physiques cardiaques. Nous nous sommes arrêtés à la percussion, donc doka, néologiquement, l'auscultation. C'est le temps le plus important d'examen cardiaque. À la BA, une vidéo. On le fait grâce à un stéthoscope, logique. Pendant cette auscultation, nous allons prendre le pouls carotidien, de préférence, sinon le radial, du patient, pour différencier le B1 du B2. Vu que le pouls est systolique, donc le bruit le pouls, c'est le B1. L'auscultation aussi sera faite en décubitus dorsal, latéral gauche, assis et penché. Cette auscultation ne sera pas faite n'importe où, n'importe comment. Il y a des foyers où les bruits cardiaques seront mieux entendus. Ces foyers représentent les valvules cardiaques. Donc, le foyer aortique qui se trouve au deuxième espace intercostal droit, juste à sternum. Le pulmonaire au même niveau, sauf que c'est à gauche. J'ai expliqué la précédente vidéo. On a l'appendice xiphoïde, la pointe taha haïlik. Donc la base taha, c'est ça. Donc, à droite de la base de l'appendice xiphoïde, on a le foyer tricuspide. Au cinquième espace intercostal gauche, à la ligne verticale qui rejoint la moitié de la clavicule, donc la ligne médioclaviculaire, on a le foyer mitral. On a aussi le foyer en bleu clair, c'est le foyer d'herbe. C'est là où se superposent les bruits du foyer aortique et pulmonaire. Jaif, le troisième espace intercostal gauche, environ le foyer pulmonaire et le foyer mitral. On peut tout de même ausculter le dos, les aisselles, les carotides pour retrouver un autre souffle. On commence alors avec le rythme et la fréquence cardiaque. J'ai donné la différence binatom dans la précédente vidéo, donc révisez vos cours. Pour ce qui est de la fréquence, au repos bien sûr, elle devrait être entre 50 et un peu moins de 100. Si tu te rapproches de 50, c'est généralement dans les cas des sportifs. Quand tu te rapproches de 100, c'est soit que ça commence à être louche, soit c'est un sujet émotif. Au moment où ça dépasse 100 ou ça devient inférieur à 50, là faut consulter. C'est soit une tachycardie, accélération du rythme, de la fréquence, ou bien une bradycardie, ralentissement de la fréquence. Pour ce qui est du rythme, on appelle c'est la manière dont naît et se propage l'influx électrique. Par exemple, un AF, le CGADR, on remarque qu'entre chaque complexe QRS, il y a environ 4 petits carrés et demi. Un A, un A. Sauf que après HADA, le prochain complexe QRS vient après 3 petits carrés. Donc, le rythme est irrégulier. Dans ce cas-là, c'est une extrasystole. C'est le même raisonnement fait de la deuxième. Maintenant, on va parler des bruits. Qu'est-ce que tu devrais entendre quand tu auscultes un patient? On a déjà parlé de B1 et B2 dans la première vidéo. On va juste rajouter que le B1 à l'auscultation est plus grave que le B2. Le B2 raille plus les aigus. Et il est bref. Ils sont toujours présents. Le B3 par contre, il peut être présent comme il ne peut ne pas l'être. Et quand il est présent, c'est soit dans un cas d'éréthisme cardiovasculaire où le cœur est trop excitable, ou bien chez le sujet adolescent émotif. Il survient juste après le B2. Pour ce qui est de les valeurs en secondes, elles ne sont pas prioritaires par rapport aux autres informations, mais ça serait bien de les connaître et est-ce qu'il est ou pas à l'examen. Le B3, qui m'a parlé dans la première vidéo, il représente le remplissage actif. Alors, le remplissage rapide du ventricule. C'est pour ça qu'il est plus entendu à la pointe. C'est quand le sang frappe sur les parois du ventricule. Pour ce qui est du B4, c'est le remplissage actif. C'est la contraction de l'atrium. Et il est normalement inaudible. On peut avoir un dédoublement physiologique sans aucun problème dans le cœur du B1 ou du B2. Maintenant, on va voir les anomalies. Avant de commencer les anomalies, je tiens à préciser qu'il est prioritaire de comprendre le fonctionnement et le concept même de ces anomalies. Les exemples, ils sont à retenir, certes, mais on va les répéter après, et je vais les expliquer donc. Je tiens aussi à dire que
Ces exemples ne sont pas des exemples où l'anomalie hadi est présente à 100%. Ça veut dire que capable, je cite un exemple, plusieurs anomalies, مثلا l'hypertension artérielle, mais il dit que l'hypertension artérielle n'a aucune de ces anomalies. Ce chapitre-là, je suis مخضط. Donc, essayez de suivre au maximum. Je vais vous faire une récapitulation à la fin. Et je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer, pour vous donner le plus d'explications possible. Mais il faut garder en tête que ces explications sont juste le fruit de l'ijtihad ta'i. Je ne suis ni cardiologue, je ne suis pas encore médecin, et je ne suis pas chercheur dans ce domaine. Donc capable, les explications hadou sont fausses. C'est juste la façon de rationaliser la plus adéquate que j'ai trouvée pour moi-même. On va commencer donc par les diminutions des bruits cardiaques. Pour ce qui est des diminutions, on peut avoir une diminution des deux bruits. Dans ce cas-là, les causes seront similaires avec la diminution du choc de pointe. Obésité, emphysème, péricardite avec épanchement, insuffisance cardiaque. On peut aussi l'avoir lors de l'infarctus du myocarde, parce que la nécrose fera en sorte que la pompe cardiaque deviendra défaillante, et donc les deux bruits seront moins audibles. On peut avoir une diminution de un seul bruit. La diminution du B1 est relative à l'insuffisance mitrale, qui est un défaut de fermeture de B1. La valvule devient moins étanche, donc se ferme mal, et donc le bruit sera mal perçu. On peut avoir une diminution du B2, cette fois, soit au foyer aortique ou au foyer pulmonaire, lors des sténoses, des rétrécissements. D'abord parce que la valvule est sténosée, calcifiée, mais aussi, plus important, parce que vu que cette valvule-là, soit l'aortique, soit la pulmonaire est sténosée, elle s'ouvre mal, donc il y a moins de sang qui passe vers l'aorte ou bien vers l'artère pulmonaire. Et de ce fait, la tension artérielle de l'aorte ou de l'artère pulmonaire, donc la force qui va refermer la valvule aortique ou pulmonaire sera bien moindre. Et moins fort tu fermes une porte, moins il y aura de bruit. Sinon, il y a les augmentations. Les augmentations des deux bruits se voient dans le cas d'éréthisme cardiovasculaire. Et qui maintenant, il s'accompagne aussi d'un B3. On peut avoir aussi l'augmentation de un seul bruit. L'augmentation du B1 est induite par l'induration fibreuse de la mitrale lors du rétrécissement mitral. Donc, la valvule touli fibreuse, touli yabsa, qui elle fera beaucoup plus de bruit que d'habitude. Ou bien lors du rétrécissement aortique et de l'hypertension artérielle. Pourquoi cela? Lors du rétrécissement aortique, c'est la valvule qui est rétrécie, qui est sténosée. Lors de l'hypertension artérielle, c'est la tension sanguine, la pression sanguine l'aorte qui fait que la valvule aortique s'ouvre tardivement. Dans ces deux cas-là, le ventricule gauche va se contracter de toutes ses forces, mais la résistance sera plus importante que d'habitude. Et comme dans la musculation, plus la résistance augmente, plus le muscle en question s'hypertrophie et devient plus fort. Donc avec le temps, ce muscle se contractera plus fort que d'habitude, et donc la mitrale se fermera plus fort que d'habitude, et le bruit sera plus intense. On peut aussi voir ça dans les cas de bloc atrioventriculaire. Pourquoi cela? Le bloc atrioventriculaire, c'est quand il y a une interruption, ou bien un retard de conduction d'un flux électrique, bin l'atrium et le ventricule. Dans ce cas-là, le ventricule il se remplit de sang, mais il ne se contracte pas parce que l'influx électrique marche. Donc au moment où l'influx électrique au ventricule qui lui-même est rempli de sang, il va se contracter plus fort que d'habitude. Donc le B1 sera plus audible. Pour ce qui est du B2, qui m'apprenait précédemment, lors de l'hypertension artérielle, la pression du sang va créer une contrainte à l'ouverture de la valvule aortique. Donc elle s'ouvre tardivement, plus difficilement, mais aussi elle va se fermer plus vite et plus fort. Donc le B2 sera audible plus fort au foyer aortique lors de l'hypertension artérielle, l'athérosclérose et la syphilis aortique. Dans ce dernier cas, elle sera perçue aussi avec un bruit de gong, les Chinois. Et aussi au foyer pulmonaire lors de l'hypertension de l'artère pulmonaire. Cette dernière peut se produire soit idiopathiquement, soit dans les cas de shunt gauche-droit, où le sang passe des cavités gauche aux cavités droites directes, soit communication
atriale, bien communication interventriculaire. Sinon, il y a aussi la persistance du canal artériel, déjà, où il y a un canal entre l'aorte et l'artère pulmonaire, et donc un passage de sang de la zone à haute pression liée à l'aorte à la zone à basse pression liée à l'artère pulmonaire, donc ça là, une HTAP. Maintenant, pour ce qui est des dédoublements pathologiques et des clics systoliques, je ne vais pas vous conseiller de sauter à de la partie. Mais personnellement, le module de 4e année de cardio, on n'en a pas parlé, gars. Et de tous les patients que j'ai auscultés, je n'ai jamais entendu un dédoublement pathologique ou bien un clic systolique. Maintenant que c'est dit, le dédoublement pathologique du B1 se voit lors de l'insuffisance aortique, l'hypertension artérielle et le bloc de branche droit. Pour ce qui est de l'insuffisance aortique et de l'hypertension artérielle, ce dédoublement se produit juste parce que le ventricule se contracte plus fort que d'habitude. Donc le gauche va se contracter plus fort, mais le droit va se contracter normalement. Donc le B1 haïsbar le B2. Enfin, le B1, désolé, le B1 mitral haïsbar le B1 de la tricuspide. Pour ce qui est du bloc de branche droit, c'est un retard de la transmission les branches du faisceau de His. Donc la branche droite va avoir un retard par rapport à la branche gauche. Donc le ventricule gauche va se contracter plus vite que le droit, et dans ce cas-là, la fermeture de la mitrale sera bien plus précoce que celle de la tricuspide. À la BH, il y aura un dédoublement. Pour ce qui est des dédoublements du B2, on peut voir ça dans tout ce qui cause une HTAP, qui m'appelle communication, persistance du canal artériel, HTAP idiopathique, ou bien même, qui m'a donné le cours des signes fonctionnels, lorsqu'il y a accumulation du sang dans l'atrium gauche, ça se répercute sur les poumons. Et quand ça se répercute sur les poumons, ça se répercutera à terme sur l'artère pulmonaire. Donc à l'HTAP cause un dédoublement du B2. C'est le même raisonnement que l'hypertension artérielle cause une augmentation du B2. Quitte là la pression de l'artère pulmonaire, la différence de pression entre l'artère et le ventricule droit sera plus haute que d'habitude. Donc la valvule pulmonaire تطلق قبل l'aortique. Donc l'hypertension artérielle de l'aorte ne cause pas un dédoublement du B2, c'est parce que la différence de pression entre l'aorte et le ventricule gauche est tellement élevée que la fermeture de la valvule va créer un bruit tellement fort qu'il va masquer la fermeture de la valvule pulmonaire. Donc il sera un petit dédoublement, mais il ne sera pas audible. Ce qui sera audible, c'est la fermeture forte de l'aorte, de la valvule aortique. À la BH, on ne dit pas que l'hypertension artérielle cause un dédoublement du B2. On peut aussi avoir un dédoublement du B2 lors du rétrécissement pulmonaire. Ce qui se produit, c'est que, vu qu'il y a un rétrécissement de la valvule pulmonaire, il y aura moins de sang qui passe à l'artère pulmonaire. Donc la tension fera تنقص. Et le ventricule devra se contracter bien plus fort. Donc la pression fera Z. Donc le moment où les deux courbes sera bien retardé par rapport à la norme. C'est pour ça donc que la valvule sigmoïdienne pulmonaire va se fermer plus tardivement que l'aortique. Sinon, en dernier, le dédoublement du B2 peut aussi se produire en cas de bloc de branche droit total. C'est une interruption totale de la conduction du faisceau de His droit. Donc l'imshibol, ça sera le gauche. Yani, l'influx sera conduit par le faisceau de His gauche vers le ventricule gauche et l'influx électrique passera du ventricule gauche vers le ventricule droit de proche en proche. Mais la transmission par le faisceau de His est plus rapide que la transmission de proche en proche, ce qui fait que le ventricule gauche va se contracter avant le ventricule droit. Donc, dédoublement du B2. Maintenant pour les clics systoliques, c'est des bruits surajoutés. On peut avoir des claquements télésystoliques ou mésosystoliques dus à l'élongation des cordages de la valve mitrale. On peut avoir un claquement artériel protosystolique. Et la cause d'eux, c'est la distension de la paroi aortique ou bien pulmonaire. Yani ce bruit sera systolique, donc à l'éjection, est situé à la base du cœur. On doit le différencier d'un dédoublement de B1. Il se produit 0,06 secondes après le B1.
il peut être soit aortique, retrouvé dans l'insuffisance aortique, le rétrécissement aortique ou la coarctation de l'aorte, il y a une sténose de la crosse de l'aorte, c'est congénital. Yani, le sang quand il passe, il va brusquement élargir l'aorte. Voilà. Ou là, lors du rétrécissement pulmonaire peu serré, ou l'hypertension artérielle pulmonaire, pour ce qui est du foyer pulmonaire. Maintenant, les bruits surajoutés diastoliques. Ils sont très fréquents. Et il faut, pour mieux les apprécier, prendre le pouls pour différencier B1 et B2. Pour ce qui est de la vibrance péricardique, j'ai pas d'autre chose à rajouter pour ce qui est écrit, à part que elle est synonyme de péricardite constrictive, et cette dernière est plus reconnue par les autres signes cliniques que par la vibrance. Sinon, on a le claquement d'ouverture de la mitrale. Les Out fait depuis 2 vidéos, c'est quand la valvule mitrale est rétrécie, indurée, tout ça, donc elle fera un bruit quand elle s'ouvre. Bruit qui normalement n'est pas présent. Sinon, il y a les galops. Les galops, c'est la présence du 3e et ou 4e bruit cardiaque, diastolique bien sûr, s'accompagnant d'un assourdissement du B1 et B2, de tachycardie, et ils sont graves. Sotahum, il est grave, similaire au B1 et non pas au B2. On peut avoir des galops présystoliques qui sont relatifs au B4, vu que Houal est juste avant la systole. Et on sait que B4, c'est la contraction de l'atrium. Cette contraction devient inefficace lors de la fibrillation atriale. Donc, إذا بنادم معروف عنده un galop présystolique et que soudainement ما تسمعوش, c'est qu'il fait une fibrillation atriale. Pour ce qui est du galop protodiastolique, c'est le début de diastole, donc le remplissage rapide. C'est le B3. Dans ce cas-là, fibrillation ou pas fibrillation, parce qu'il n'y a aucune contraction qui entre en jeu. Sinon, il y a le galop de sommation. Quand le cœur bat très vite, la phase de diastasis à la diastole se raccourcit. Et dans ce cas-là, il y a un rapprochement du remplissage rapide et du remplissage actif. Et donc, il y a une superposition de B3 et B4. Ça deviendra audible. Donc voici un récapitulatif. Les chaussettes de l'archive du chasse sont sèches, archi sèches. Voici un récapitulatif de ce que j'ai dit jusque-là. Donc je suis sûr que comme Tanet. Si vous voulez, je commence à bégayer encore. Prenez une pause et revenez quand vous vous sentirez plus apte à absorber les informations. Maintenant, on va attaquer les souffles. Tous les exemples que je vais citer, les souffles, vont être revus après Tanet. Donc je ne pense pas qu'un récapitulatif de chapitre sera nécessaire. Alors, une définition s'impose. Un souffle, c'est un phénomène sonore qui dure plus qu'un bruit. Il est dû soit à un orifice rétréci ou incontinent. On les étudie avec le stéthoscope à l'auscultation ou là au phonocardiogramme. À l'auscultation, on apprécie l'intensité TAO sur une échelle de 1 à 6, en demandant au patient de faire plusieurs mouvements respiratoires. L'inspiration forcée, voilà, parce que l'inspiration forcée zid la pression abdominale, donc il zid la pression à la veine cave inférieure et là le retour veineux, donc il y aura plus de sang, les cavités droites. L'inspiration forcée augmente les bruits droits. L'expiration forcée, l'axe, elle augmente le débit gauche en chassant le sang des poumons. Donc, nous de souffle qui coule à gauche mieux lors de l'expiration forcée. Maintenant, on ne sait pas si le souffle hadaya est à droite ou à gauche. On demande au patient de faire une inspiration forcée, ensuite une expiration à glotte fermée. Il fait de son mieux pour expirer, mais يغلق. Au moment où il reprend son expiration, les premiers souffles qu'on réentendra seront les souffles droits et non pas les gauches. Le phonocardiogramme, il sera intéressant pour voir la forme des souffles. Par exemple, les souffles d'éjection. L'éjection, c'est la systole. Donc après le B1, ils طلعوا vite et يهبطوا vite, donc ils ont une forme losangique معين. Ils sont mésosystoliques, في وسط la systole. L'enregistrement est meilleur au foyer d'herbe, foyer aortique et foyer pulmonaire. Les souffles systoliques de régurgitation, bien sûr, se produisent après le B1, mais غير يبدا le B1 يبدا le souffle معاه.
L'intensité est maximale le début et elle couvre toute la systole. On dit qu'ils sont holosystoliques. Ils ont une forme de rectangle. Maintenant, ce qui est des souffles diastoliques de régurgitation, la diastole, c'est après le B2. L'intensité est maximale d'un coup et elle décroît progressivement. Il est holodiastolique. Donc, il y a la diastole. L'aspect au phonocardiogramme est triangulaire. Maintenant, on va détailler les souffles. On va commencer par les souffles systoliques organiques d'éjection. C'est des souffles systoliques parce qu'ils se produisent entre B1 et B2. Organiques parce qu'il y a une raison anatomique, le cœur, pour que ça se produise. D'éjection parce qu'il y a une sténose empêche cette éjection. On a le souffle de la sténose aortique qui est plus intense au foyer aortique ou au foyer d'herbe avec un B2 diminué ou aboli. Pour ce qui est de la sténose pulmonaire, il est d'abord moins intense que l'aortique. Il est maximum au foyer pulmonaire et herbe. Le B2, il est soit normal, soit diminué, soit dédoublé. Ce dernier, il irradie vers la clavicule gauche et le creux susclaviculaire, les creux susclaviculaires. Pour distinguer les deux souffles, on va faire la manœuvre de Valsalva. Maintenant, les souffles organiques de régurgitation. Il y a un problème d'étanchéité de la valvule hadique, le son est audijous. Parce que je suis bien. Le plus caractéristique c'est le souffle de l'insuffisance mitrale. Il est maximal à la pointe. Il irradie vers l'aisselle gauche et le dos. Il est d'intensité variable, mais il se met en jet de vapeur, qui met le bruit à la cocotte. Sinon, il y a le souffle de l'insuffisance tricuspide. Il est rarement organique, généralement fonctionnel. Il est maximal à l'appendice xiphoïde. Le foyer tricuspide, logique. Son intensité est faible et il augmente lors de l'inspiration forcée. On a expliqué au Alèche. On considère ça, c'est le signe de Carvalho. Sinon, la dernière régurgitation qu'il y a, c'est la communication interventriculaire. Ce souffle est rare, mais il irradie en rayon de roue. Donc, Winsmow, il faut dessiner un cercle. Le point, c'est le marquez tao. Et donc, ce souffle irradie vers le pourtour du cercle. Maintenant, les souffles fonctionnels. Qu'est-ce qu'un souffle fonctionnel? C'est un souffle qui n'a pas de cause lésionnelle anatomique. Ils sont brefs, ils sont soit proto au début ou la méso au milieu de la systole. Donc, ils n'occupent jamais la totalité taha. Ils sont de faible intensité. Ils peuvent ressembler au souffle organique, mais ils ne frémissent jamais. Le frémissement qui m'appelle là, c'est la traduction palpable du souffle. Ils sont présents dans deux cas. Dans les cas de cardiopathie sans lésion valvulaire, ou bien dans des anomalies extracardiaques qui retentissent sur le cœur. Par exemple, l'anémie, vu qu'il y a une hausse l'hémoglobine le sang. Donc, d'abord, pour faire atteindre autant d'oxygène que d'habitude, le cœur il bat plus fort. Et en plus qu'il recette l'hémoglobine, le sang sera moins visqueux. Donc il y aura des souffles qui seront audibles. Parmi ces souffles, il y a celui de l'insuffisance mitrale fonctionnelle qui se produit lors de la dilatation du ventricule gauche, en cas d'insuffisance gauche. Et il y a l'insuffisance tricuspide. C'est le même raisonnement. Dans ce cas-là, à droite, il sera aussi accompagné d'une hépatomégalie. Pour ce qui est des souffles anorganiques, qui m'a retrouvé la précédente vidéo, un akifash fahmta, c'est qu'un souffle anorganique, c'est un souffle fonctionnel, c'est pas pathologique. Maintenant, les souffles diastoliques, ils sont toujours organiques, mais quand je fais un fonctionnel, il y a des souffles de régurgitation. La régurgitation diastolique, c'est l'insuffisance aortique, foyer donc aortique et foyer de herbe. Il irradie, regarde le bord gauche du sternum. Il est doux, humé et aspiratif. Donc, comme si c'est... Il y a aussi le roulement. Le roulement, on le remarque, le rétrécissement mitral. Il s'entend lors du remplissage du ventricule gauche. Il est mieux entendu en décubitus latéral gauche, parce que là, la gravité va aider le sang à passer fadik la valvule sténosée. Il est intense et grave. Et sa traduction palpable, c'est le frémissement cater. Les signes accompagnateurs, c'est l'éclat de B1 et le claquement d'ouverture de la mitrale. Ce roulement, yibda, un peu après le B2, le claquement d'ouverture de la mitrale,
et il se prolonge la mésodiastole, donc au milieu de la diastole. Oui, peut-être نقص l'intensité تاعو. En fin de diastole, il a un renforcement. Voilà, parce que c'est le moment de la systole auriculaire, le remplissage actif. Ce renforcement disparaît en cas de fibrillation auriculaire. On a parce que la contraction est inefficace. Il y a aussi les doubles souffles. C'est la succession d'un souffle systolique et diastolique, avec un intervalle silencieux flou. Il y a les souffles continus qui se succèdent sans intervalle. Il est dû à la persistance du canal artériel. Qu'est-ce que je pourrais dire à ce sujet? C'est qu'il se produit à cause du fait qu'il y a une communication entre la zone à haute pression liée à l'aorte, une zone basse pression liée à l'artère pulmonaire. Sinon, il y a le frottement péricardique. Il se produit en cas de péricardite sèche. Il n'irradie pas et il est variable avec le temps, enfin dans le temps et avec la variation de la position. Il peut être entendu en milieu de diastole ou en milieu de systole, ou bien les deux. Et vu que la péricardite est sèche, il n'assourdit pas les bruits du cœur normaux, le B1 et le B2. On peut douter, lorsqu'on entend un frottement péricardique, là c'est le frottement de la plèvre. Pour confirmer ça, on demande au sujet de faire une apnée et d'ausculter. Et le bruit mazalo, c'est que c'est le péricarde, parce que l'apnée, elle n'affecte pas la contraction du cœur. Mais si c'était un frottement pleural, frottement de la plèvre, les mouvements du poumon feront en sorte que le frottement est audible seulement lors de la respiration. تعرف باللي مخي يتحرق quand je commence à parler chinois qui m'a درت. Heureusement que le cours classe. Je sais que ça mate. J'ai fait de mon mieux pour qu'il soit le plus concret possible, le plus facile à comprendre. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.